à tous, je vais me présenter très rapidement. Donc Raymond Vincent, je travaille à la direction des applications de l'INRS. J'appartiens aussi au comité en France qui est chargé de faire des recommandations en matière de VLEP à l'ANSES. Et puis je suis donc président d'un groupe qui doit évaluer les méthodes de mesure avant que ces valeurs limites deviennent réglementaires. Voilà. Et donc là, je vais vous présenter cette norme EN 689, qui est vraiment en cours. Nous sommes dans la phase finale d'acceptation. Ce qu'il faut que je précise quand même, c'est que c'est un travail de longue haleine dans la mesure où ces travaux sont menés dans le cadre du Comité européen de normalisation, donc le CEN, et plus particulièrement donc, du Comité technique 137, qui est en charge de l'élaboration des diverses normes européennes qui touchent donc à l'expologie, c'est-à-dire l'exposition aux agents chimiques sur les lieux de travail, mais qui vont concerner aussi bien les performances des méthodes de mesure que des méthodes spécifiques. Alors la première chose, mais je pense que vous en êtes tous convaincus, pourquoi est-il nécessaire d'utiliser une stratégie de prélèvement? Si on veut évaluer l'exposition des travailleurs à des produits chimiques et affirmer avec une certaine certitude et une certaine fiabilité qu'il n'y a pas de dépassement de VLEP, donc là on n'est pas dans la détermination des VLEP. Les VLEP donc, sont un outil de la gestion du risque chimique sur les lieux de travail, des valeurs à ne pas dépasser, et donc on met en place des méthodologies et des systèmes de mesure pour vérifier que ces valeurs limites soient respectées. En théorie, si on veut connaître l'exposition de chaque travailleur, il faudrait mesurer sur chaque travailleur tous les jours. Ça, c'est pas possible. C'est possible dans certaines conditions. Si vous prenez le cas des rayonnements ionisants, quand vous allez voir les gens qui sont manipulateurs d'appareils de radiographie ou autres, de scanners, ils ont tous un petit badge là qui portent tous les jours et qui ensuite est envoyé à un laboratoire qui va estimer la dose donc qui est reçue par ces travailleurs. C'est un peu plus compliqué en matière de produits chimiques, en matière d'agents chimiques, parce qu'il y en a un grand nombre. Je parlerai très rapidement de REACH. L'inventaire de REACH qui est en cours actuellement montre qu'on a environ 30 000 substances utilisées sur des tonnages relativement importants. Donc vous imaginez ce que ça peut donner avec toutes ces propriétés physico-chimiques différentes. Il y a des problèmes de technique de mesure, on ne sait pas tout mesurer. Puis il y a des problèmes de coût. Une campagne de mesure d'exposition en France aujourd'hui, si l'on suit la réglementation, c'est quelque chose qui coûte entre 5 000 et 6 000 euros. Donc je sais pas, ça doit faire à peu près 7 000 à 8 000 $ canadiens, je pense. Donc ça commence à faire de l'argent. Et donc bien souvent, ce que l'on préconise avant, c'est de faire de l'évaluation de risque, de voir s'il y a des choses qui peuvent être améliorées et d'utiliser intelligemment cet argent pour investir dans des moyens de prévention avant d'en les faire des mesures qui peuvent se révéler inutiles. Je pense que c'est à peu près la même chose dans tous les pays. Ce ne sont pas les grosses industries qui nous posent problème, enfin les grosses sociétés qui nous posent problème, c'est quand même le problème des TPE, PME, pour lesquelles la prise en compte des conditions de travail, de l'hygiène sécurité, de l'exposition aux produits chimiques est quelque chose de relativement complexe. Donc on a aussi développé dans ce sens-là des outils qui permettent aux entreprises d'essayer de se fixer des priorités et surtout de leur dire, ce qui peut paraître évident pour vous experts, attention, ces produits-là, c'est peut-être des produits très dangereux pour lesquels vous devriez faire attention en les utilisant tous les jours. Alors, je crois qu'il y a un grand mot dans la mesure d'exposition, c'est qu'il faut essayer de faire des mesures d'exposition qui soient représentatives. Et notamment, ça s'est rendu difficile parce qu'il y a une variabilité relativement importante. L'exposition professionnelle, ce n'est pas une belle ligne droite entre le 1er janvier et le 31 décembre, mais ça ressemble plutôt à ça. Vous avez ici des mesures d'exposition, c'est du suivi en direct avec des appareils type PID. Sur une imprimerie, l'exposition toluène. Vous avez là un profil d'exposition sur un salarié. Dans le même atelier, vous allez retrouver donc ce type de profil d'exposition. Ça, c'est la variabilité donc, entre les salariés dans un atelier. Et puis vous allez retrouver sur des périodes de temps beaucoup plus longues, ça c'est des travaux qui avaient été menés par l'un de mes collègues Edmond Coffer, lors du retrait d'amiante dans une centrale thermique. Donc ces mesures s'étalent sur 31 semaines, vous voyez, donc plus de 6 mois. Et vous voyez que les moyennes mensuelles sont là aussi très fluctuantes. En fonction du moment où vous allez faire vos mesures, vous allez devoir interpréter et surtout garantir
au salarié qu'il est bien protégé, mais aussi avec un autre risque, c'est de ne pas demander à l'employeur, enfin au responsable d'établissement, de faire des travaux alors que ce n'est pas forcément nécessaire. Donc ce sont tous ces éléments-là que l'on doit prendre en compte. Alors, faire une seule mesure, moi quand on me dit ça, je dis écoutez, ok, achetez une boule de cristal, ne faites pas de mesure. Si c'est pour faire du contrôle de VLEP, même plusieurs mesures qui sont inférieures à la VLEP peuvent être, insuffisantes pour démontrer de façon fiable que la VLEP est respectée et sans avoir recours à la fois une stratégie de prélèvement et une stratégie d'interprétation des résultats de mesure. Là aussi, sans rentrer dans les détails, ce que l'on admet, c'est que compte tenu de tous les paramètres qui vont jouer sur l'exposition, qui ne sont pas des paramètres additifs, plutôt les effets ne sont pas additifs mais sont multiplicatifs, on va aboutir à des distributions de type log normal. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est effectivement d'estimer la fraction de l'exposition ou la durée d'exposition qui est supérieure à la VLEP. Si vous faites une mesure, de manière très aléatoire, vous pouvez vous promener un peu partout, sauf à dire, voilà, ce cas particulier, si vous faites une mesure et qu'elle est très proche de la VLEP, probablement que vous êtes dans une situation où le dépassement, le non-respect de la VLEP est très fréquent, comme ici dans ce cas-là, où il y a pratiquement 50% du temps, le travailleur est exposé à des valeurs plus importantes. J'en viens donc à l'AEN 689. Donc la première norme a été publiée en juillet 1995. Les travaux avaient démarré en Europe en 1989. C'était Roger Grosjean qui était le président de ce groupe de travail. Et il est toujours là, il est toujours dans le groupe de travail, Roger. Voilà le titre, c'est concerne l'atmosphère des lieux de travail, conseil pour l'évaluation de l'exposition des agents chimiques aux fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégies de mesurage. La demande, moi, m'était formulée par le président donc, du comité technique R des lieux de travail, qui est M. Dietmar Breuer, qui est lui responsable du département risque chimique à l'IFA, qui est en fait l'organisme similaire à l'IRSST ou à l'INRS, donc en Allemagne, et qui dépend de la sécurité sociale. On a mis en place un groupe de travail en juin 2013. On a réactivé, parce qu'il y a des procédures formelles, le groupe de travail du TC 137 en octobre 2014. Et nous avons travaillé jusque fin 2015, début 2016. Et l'enquête probatoire au niveau des pays européens s'est déroulée pendant 3 mois à partir de mai 2016. Juste pour vous dire que le groupe de travail est constitué, alors je ne sais pas quelles sont les habitudes dans votre province ou dans votre pays. Nous, au niveau du comité de normalisation, on va trouver aussi bien des représentants d'organismes actant dans le domaine de la santé au travail, qu'ils soient, je dirais, privés comme l'INRS, mais on est rattaché à la sécurité sociale, ou publics, type ministère du Travail, mais nous avons aussi des représentants de sociétés, et notamment l'industrie chimique européenne, avec un organisme qui s'appelle le CEFIC, qui est en fait le regroupement de toutes les industries chimiques, groupement professionnel, qui siègent dans ce groupe de travail, et puis aussi des représentants de cabinets d'expertise ou de groupes d'expertise privés. Voilà, donc le titre, j'en ai déjà parlé. Le domaine d'application, c'est bien de spécifier une stratégie pour effectuer des mesurages représentatifs de l'exposition par inhalation à des agents chimiques. Les voies d'exposition, ingestion cutanée, tout ça ne sont pas prises en compte, afin de démontrer la conformité aux valeurs limites d'exposition professionnelle, VLEP. Alors, quand on a parlé de VLEP, déjà c'est un terme qui a suscité de nombreuses réactions et qui a dû nous prendre une réunion ou deux pour qu'on se mette d'accord sur ce que voulait dire le terme VLEP. Maintenant, vous avez en Europe, vous avez les DINEL, vous avez les DIMEL, vous avez des valeurs seuils qui peuvent être recommandées. Donc, on a réussi à trouver un consensus et il y a une annexe qui décrit ce que veut dire VLEP. Et de toute façon, la procédure s'appliquera, quel que soit le type de VLEP que l'on veut contrôler. Alors, cette norme ne s'applique pas au VLEP dont les périodes de référence sont inférieures à 15 minutes. Il y en a peu, mais ça arrive. Et donc, il est bien spécifié que le mesurage aux fins de vérification ne constitue qu'une partie de la gestion de l'exposition ou des risques. Et là aussi, nous avons une annexe qui explique la manière dont on peut procéder avant de faire des mesures, c'est-à-dire évaluer la situation de travail, quels sont les moyens de prévention mis en œuvre, quels sont les procédés, quels sont les facteurs déterminants de l'exposition. On peut également faire de la modélisation, avoir recours à des bases de données pour
essayer de se faire une idée de ce à quoi peut arriver cette exposition. Alors, cette norme, son objectif donc, propose une procédure qui prend en compte le problème de la variabilité et à partir d'un nombre de relativement restreint de mesures d'exposition, d'essayer de démontrer avec un degré élevé de confiance que les travailleurs ne sont pas surexposés. On va en fait avoir trois phases. Une évaluation de risque, donc en anglais on appelle ça Basic Characterization, qui est en fait, ce que je viens de vous dire, c'est l'étude de situation pour essayer de voir si effectivement il est nécessaire de faire des mesures ou pas. Ensuite, on va faire une évaluation initiale. Donc là, on va faire des mesures. Et une fois qu'on aura fait cette évaluation initiale, on va se lancer dans des contrôles périodiques. Et donc, nous avons une annexe, je ne vais pas vous la détailler ici, qui explique en gros quels sont sous le vocable VLEP, quels sont tous les seuils, toutes les valeurs limites qui sont concernées. Alors, ça, c'est le graphe qui reconstitue la norme. Donc la première partie ici, c'est moi ce que j'appelle l'évaluation de risque ou la basic characterization. C'est donc cette partie-là. Donc on va regarder quels sont les facteurs déterminants de l'exposition. Est-ce que l'estimation d'exposition que l'on en fait est supérieure ou pas à la VLEP? Parce que bon, je travaille aussi un peu sur les poussières de bois pour faire très simple. Si vous avez dans un atelier où vous avez une couche de poussière de bois de quelques millimètres sur les tables de raboteuse ou sur le sol, arrêtons. Ce n'est pas la peine d'aller dépenser de l'argent pour faire des mesures. Nettoyons, mettons en place de la ventilation et ensuite, effectivement, on reviendra faire des mesures. Voilà, donc c'est un peu l'esprit de cette norme, c'est évaluer avant de faire des mesures. La mesure coûte cher et on ne la fait pas n'importe comment et pour n'importe quoi. Donc ça, c'est cette première partie. La deuxième partie, c'est l'évaluation initiale. Donc on va en reparler. Donc là, on a pris la décision de faire des mesures et on va préparer donc sa stratégie de prélèvement pour être sûr à la fin, donc c'est le dernier losange qui est en bas, là, le compliance, de déterminer si oui ou non on est correct, si les travailleurs ne sont pas exposés. Et ensuite, la troisième partie, là, donc, qui est signalée en vert, dans l'état actuel des connaissances des VLEP, mes travailleurs sont protégés, de proposer des intervalles de mesure entre chaque, déterminés, pour vérifier que l'exposition est toujours respectée. Bon, la caractérisation de base, on en a parlé. On va essayer d'identifier les agents chimiques concernés, identifier les facteurs d'exposition déterminants au poste de travail, j'en ai parlé, le procédé, est-ce qu'il est clos, est-ce qu'il est totalement dispersif, est-ce que les produits sont utilisés à température ambiante, en grosse quantité, en petite quantité, avec ventilation ou pas. Et on va évaluer a priori l'intensité d'exposition. Donc c'est cette partie-là de la norme. Et en fait, quand on arrive dans le dernier losange, une fois qu'on a fait cette analyse, on va se poser la question, est-ce que l'on a besoin de faire des mesures ou pas? On va ensuite arriver à la partie, ce qu'on appelle, donc j'ai pris ma décision, ok, nous faisons des mesures. Bon, bien évidemment, je vais revenir en arrière 2 secondes, c'est qu'au moment de l'estimation de l'exposition, si on considère que l'exposition est probablement supérieure à la valeur limite, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, bon, l'évaluateur là refera un rapport, produira un rapport, et on mettra en place, donc les RMM, c'est les Risk Management Measures, qui sont donc les mesures de prévention à mettre en place pour réduire les productions, et ensuite seulement on reboucle et on reprend le processus donc d'évaluation. Donc là j'arrive sur la partie réalisation de mesures. On va déterminer ce qu'on appelle des groupes d'exposition similaires. Bon, là on s'est un peu aligné en gros sur le vocable, mais c'est pas que du vocable, je pense, nord-américain, puisque le GEH, groupe d'exposition homogène, lui, faisait référence aussi à des concepts statistiques tels que la variabilité de l'exposition avec les écarts types géométriques. Donc, la définition d'un groupe d'exposition similaire, qu'on retrouve un peu partout, c'est un groupe de travailleurs qui sont exposés aux mêmes agents chimiques, qui réalisent des tâches similaires avec des procédés et des moyens de prévention identiques. Cette approche de détermination des groupes d'exposition similaires, elle est basée sur l'exposition des conditions de travail, ce qu'on a fait lors de la caractérisation de base. Et elle va permettre de mesurer l'exposition d'un petit nombre de travailleurs appartenant au GEH pour comparer avec les VLEP. Donc parfois, il y a quand même des situations particulières où un groupe d'exposition similaire, vous ne pouvez pas le faire parce que vous avez un seul salarié. Un groupe, par définition, c'est plusieurs personnes. Donc malgré tout, si vous avez qu'un salarié exposé, il va falloir appliquer cette procédure.
En fait, l'idée, c'est que si les résultats des mesures, les quelques mesures qu'on a fait sur ce groupe d'exposition similaires, et donc que la méthodologie mise en place indique que les VLEP ou la VLEP est respectée, donc conformité, alors on va considérer que cette hypothèse s'applique à l'ensemble des travailleurs du groupe d'exposition similaire. Donc ensuite, on va définir des procédures de mesurage. Bon, la procédure de mesure doit donner des résultats représentatifs de l'exposition des travailleurs. Donc ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, si j'ai une période de référence de VLEP, généralement on est sur des VLEP 8 heures, donc les TLV, TWA et Tower de la CGIH ou d'autres, on ne va pas faire des mesures sur 15 secondes, quoi. C'est sûr que si vous faites du contrôle sur du long terme, c'est-à-dire les 8 heures, le mieux quand même, c'est d'encadrer, si possible, la durée du poste de travail, soit avec un prélèvement unique si la technique le permet, soit avec des prélèvements séquentiels que l'on va pouvoir regrouper à la fin. Donc il y a une annexe qui essaye d'expliquer cette démarche. Nous sommes arrivés à dire, OK, on fait au minimum 2 heures de prélèvement pour des situations dont on considère que l'exposition est stable, et pour les autres situations, on préconise de faire des durées de prélèvement beaucoup plus longues. Les techniques de prélèvement et d'analyse doivent être conformes aux exigences normatives. Bon, notamment, nous avons une norme en Europe qui est la EN 482 qui définit les performances minimales des méthodes de mesurage utilisées, mais aussi sur les procédures de validation. Et parfois, nous avons du mal à recommander des méthodes parce que même si la méthode est correcte, nous n'avons pas forcément toutes les données de validation qui ont conduit à l'élaboration de cette méthode. Donc il faut quand même avoir, si j'ose dire, un pied à coulisses qui fonctionne bien, quoi. Sinon, ça ne marche pas. Ce qui me semble important aussi, c'est que la mesure d'exposition, lorsque cela est techniquement possible, doit être faite par prélèvement individuel. Quand je dis prélèvement individuel, en fait, c'est que le capteur soit porté à proximité des voies respiratoires. Bon, j'ai pas mal aussi travaillé sur les bases de données à l'INRS, et je peux vous dire que quand sur les mêmes ateliers, on fait la comparaison entre des prélèvements d'ambiance et des prélèvements individuels, vous pouvez être sûr que pratiquement, dans tous les cas, les prélèvements d'ambiance sous-estiment de manière relativement importante l'exposition. Alors la réalisation des mesures, il est inscrit dans la norme que celui qui est en charge de réaliser les mesures doit être présent sur le terrain pour noter les incidents de mesure, pour surveiller ce qui se passe, pour être capable finalement, après coup, lorsqu'il aura ses résultats de mesure, d'expliquer des valeurs faibles ou des valeurs élevées. Sinon vous avez de fortes chances de dépenser de l'argent, si j'ose dire, excusez-moi de revenir à ce terme-là, mais de dépenser de l'argent pour faire des mesures qui serviront à rien. Le nombre minimal de mesures, alors ça aussi c'est un grand débat, il a été fixé à 3. C'est ce qu'on appelle un test, pas comme on peut traduire, screening, fait au minimum 3 mesures représentatives pour voir si la VLEP est respectée ou pas. Alors ensuite on va valider la représentativité des résultats, parce que bon, on a des résultats, mais encore faut-il être sûr, et c'est pour ça que l'article d'avant, la présence de l'évaluateur sur le terrain va permettre d'évaluer la représentativité des résultats. J'ai une valeur élevée, est-ce qu'elle est due à un incident ou pas, ou est-ce qu'effectivement c'était une activité normale, de même pour les valeurs faibles. Et on va valider les GES, c'est-à-dire voir si finalement, dans les groupes de travail que l'on a constitués a priori, on n'a pas mélangé des travailleurs dont l'activité est différente. Et ça, il existe des outils qui vont permettre de mettre en évidence, par exemple, des distributions bimodales ou trimodales. Bon, ça se fait sans aucun problème. Et donc tout ça figure dans les annexes. Alors, si, évidemment, vous avez fait vos mesures, mais vous trouvez que les groupes d'exposition similaires ne sont pas validés, que certaines mesures ne sont pas représentatives, il est nécessaire, avant de prendre une décision, de compléter pour avoir au moins vos 3 mesures. Pour comparer les résultats donc à la ou au VLEP, alors il y a aussi un critère important que nous avons introduit dans cette norme, enfin 2 critères importants à mon sens, c'est l'exposition multiple simultanée à plusieurs agents chimiques. Je parlais du quartz tout à l'heure. Nous avons par exemple dans la réglementation française, pour juger de l'exposition, en fait c'est un index d'exposition qui prend en compte à la fois les poussières alvéolaires non cristallines, enfin non
silicogène, et puis donc les différentes espèces de silice, donc le quartz, cristobalite et très rarement la tridymite. Et on va calculer un index d'exposition. Il va falloir se comparer à cet index pour juger que l'exposition soit correcte. Également, ce qui arrive de plus en plus fréquemment dans les procédés actuels, que ce soit dans des petites entreprises ou des grosses entreprises, vous avez des salariés qui sont exposés plus de 8 heures. La VLEP, généralement, est déterminée pour une durée d'exposition de 8 heures. C'est pas pareil de respirer du toluène pendant 12 heures que d'en respirer pendant 8 heures, puis d'avoir simplement une pause de 12 heures entre les deux et de reprendre à nouveau son travail le lendemain. Donc ces deux aspects-là sont pris en compte dans la norme, à la fois donc ce qu'on appelle les horaires de travail atypiques et puis également les expositions à différents produits chimiques. Donc le screening text est très simple. Si vous faites 3 mesures, ou 4 ou 5, si toutes vos mesures sont inférieures à une fraction de VLEP, vous pouvez dire qu'a priori vous n'avez pas de dépassement. Si toutes les mesures sont supérieures aux fractions de VLEP, mais sans dépasser la VLEP, il vous faut continuer pour appliquer un test statistique un peu plus puissant qui va vous permettre de déterminer s'il y a dépassement ou pas. Et si dans vos 3 mesures, et que vous jugez que cette mesure est représentative, il y en a une seule qui dépasse, vous avez démontré donc le dépassement de VLEP. Donc d'où vient ce screening test? Des travaux de mes collègues là, qui remontent à quelques années, donc Michel qui est statisticien, donc en fait sur de la simulation numérique, mais aussi du calcul à partir des modèles de distribution log normal, on est capable donc de calculer les différents seuils à ne pas dépasser en fonction de l'écart type géométrique. Donc vous voyez là on a un écart type géométrique qui est relativement important puisqu'on va jusque 4. Bon, généralement, on considère que des situations bien maîtrisées, l'écart type géométrique doit être inférieur à 3. Et donc, ces valeurs qui figurent dans la norme viennent ici. Alors, il y a eu des arrondis qui ont été faits pour le 0,11 et le 0,17. Le 0,17, j'ai refait le calcul, en fait, correspond à un écart type géométrique de l'ordre de 3,60 ou 3,70. Donc, ce qui est quand même quelque chose de relativement important. Donc voilà, donc ça a priori ça a été accepté. Lorsque l'on fait au moins 6 mesures, donc on va travailler avec une hypothèse de distribution log normal, donc tout ça est décrit dans une annexe. On a également une annexe qui permet de traiter le problème des valeurs qui sont inférieures à la limite de quantification, sous réserve qu'elles soient considérées comme représentatives et appartenant au groupe d'exposition similaire. Et on propose la mise en œuvre, enfin, on n'impose pas, mais ce qui est dans la norme imposé, c'est que l'évaluateur doit trouver un test statistique qui peut permettre en évidence que moins de 5% des expositions du groupe d'exposition similaire sont supérieures à la VLEP avec un intervalle de confiance d'au moins 70%. Donc, vous pouvez me dire, oui, 70%, c'est pas beaucoup. Ça, c'est comme le tir à l'arc. Plus vous voulez mettre votre flèche dans la cible, plus vous devez avoir une cible qui est large. Et donc du coup, vous allez, c'est un peu les problématiques des différentes approches probabilistes, vous allez avoir des faux positifs et des faux négatifs. Et bon, là aussi, je ne peux pas vous l'exposer là, mais ça a été publié en partie au moins à l'INRS, c'est que là, bon, on montre que cette stratégie, on ne dit pas que c'est la meilleure, mais que c'est probablement, exprimé autrement, c'est probablement celle qui est la moins biaisée et qui partage le risque de manière à peu près équivalente entre le risque pour le salarié de lui dire « Ok, vous êtes protégé alors qu'il n'y est pas » ou pour l'employeur de dire « Vous devez faire des travaux alors qu'il n'en a pas besoin ». Et donc tout ça réexpliqué dans une annexe. Alors l'avantage de ce test par rapport à l'ancien test, un des anciens tests qui était dans la EN 689, c'est que tester la probabilité de dépassement dans l'ancienne EN 689, il y a un moment où on risquait de tourner en rond pendant des jours et des mois, parce qu'on n'arrivait pas à en sortir, quoi. Là, en prenant l'intervalle supérieur de la bande de confiance à 70% avec ce test, on est sur une décision relativement dichotomique, c'est bon ou c'est pas bon. Donc si on est inférieur à 5%, on va conclure que la valeur limite est respectée. Par contre, si on dépasse, elle ne sera pas respectée. Si elle est dépassée, on va mettre en place des mesures correctives, et puis on va reprendre le processus d'évaluation après. Si la VLEP n'est pas dépassée, on va donc faire des contrôles périodiques. Alors, ce que l'on a dit, c'est que l'évaluation initiale, vous faites des mesures à un instant ou une année N, il va falloir regarder quand même au bout d'un certain délai
si votre exposition a bougé, ou en tous les cas si les déterminants de l'exposition ont été modifiés. Sous hypothèse, bien évidemment, que dans votre procédé, il y a un certain nombre de choses qui soient maîtrisées et contrôlées, telles que la maintenance des procédés, la maintenance des équipements de protection collectifs, et s'il y a de la protection individuelle, qui, au passage, n'est pas prise en compte dans cette norme. Donc, s'il y a des changements significatifs, bon, je prends quelque chose de simple, vous étiez sur un process clos, vous passez sur un process ouvert, vous étiez à 1 tonne, vous passez à 2000 tonnes, il y a quand même des choses qui vont se passer en termes d'exposition. On conseille de refaire une réévaluation annuelle, mais ce qui ne veut pas dire qu'on va refaire des mesures tous les ans. On se repose la question, on regarde ce qui s'est passé, et à ce moment-là, on dit « ok, on va faire des mesures ou pas ». Donc c'est ce que je viens de dire, sous réserve que les conditions n'aient pas été modifiées. La réévaluation avec mesure. L'idée, c'est que lorsque je refais des mesures et que les conditions n'ont pas changé, je vais grouper les résultats de ma première série de mesures, c'est-à-dire l'évaluation initiale, avec cette réévaluation périodique. Et donc, à partir de ça, je vais grouper mes données au cours du temps pour voir si, effectivement, au cours du temps, j'ai des dépassements ou pas de VLEP. Alors, les propositions d'intervalle de contrôle périodique, là, qui varient de 12 mois à 48 mois. Si toutes les mesures sont inférieures à 0,1 fois la VLEP, les mesures suivantes, a priori, peuvent se faire sous 48 mois, enfin dans 48 mois, c'est-à-dire 4 ans, sous réserve de conditions stables et suivies. Vous êtes au 10e de la VLEP, vous avez fait 6-10 mesures, parce que bon, quand on dit 6 mesures, c'est un minimum de mesures à réaliser. Si vous prouvez ça, voilà. Sinon, il y a 2 manières d'appréhender le problème. C'est aussi de travailler sur la moyenne géométrique. Donc la moyenne géométrique qui se réfère à la distribution log normale. Et en fonction des différentes valeurs de cette moyenne géométrique, on va donc proposer des délais plus ou moins longs. Et si la moyenne géométrique est inférieure à 0,5 fois la VLEP, enfin la moitié de la VLEP, donc là on repasse en contrôle annuel. Une deuxième approche, c'est le test statistique que l'on a fait tourner pour tester la probabilité de dépassement. On va le faire tourner sur une fraction de la VLEP. Et si on estime que la probabilité de dépassement est inférieure à l'une des fractions indiquées ici, donc là, on va avoir un autre délai donc, de contrôle périodique. On va réaliser généralement 3 mesures d'exposition complémentaires qui sont agrégées avec les mesures de la première campagne et on teste donc là aussi la VLEP, on reprend le processus. Donc si la VLEP n'est pas dépassée, bon, on va faire le calcul du nouvel intervalle de contrôle pour réaliser des mesures d'exposition. Donc là aussi, si vous voulez, c'est sûr que entre... je dirais, le paradis sur Terre et l'enfer, il faut toujours trouver un consensus, c'est ce que je vous ai dit au début. Bon, connaissant la situation actuelle, enfin en tous les cas en France, avec la réglementation, en gros on peut dire que actuellement, seules les grosses entreprises, quand je dis les grosses entreprises, c'est Airbus, Air France, je sais pas, enfin, vous voyez, des entreprises qui ont à la fois les compétences et les moyens de faire des contrôles. On n'a pas trop de soucis pour faire appliquer la réglementation. Maintenant, quand vous commencez à rentrer dans les PME, voire TPE, c'est quelque chose qui devient beaucoup plus difficile. Ils n'ont pas les compétences, il y a des problèmes économiques derrière. Et donc finalement, de se dire que plutôt de dire, voilà, la réglementation, c'est tous les ans, mais si on peut arriver à ce consensus et à l'appliquer sur des périodes un peu plus longues, mais que tout le monde puisse en bénéficier, je pense que ça sera un pas de progrès, un petit pas. Pourra peut-être améliorer les choses par la suite. Mais ça a été bien accepté par le groupe. Par exemple, l'industrie chimique n'a pas été à l'encontre de ces projets de contrôle. Voilà, donc j'en arrive à la fin. Simplement pour vous dire où nous en sommes actuellement. Nous avons fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'enquête probatoire en septembre 2016. Donc le vote formel par chacun des pays membres de la Communauté européenne doit intervenir avant la fin de l'année 2017. Nous avons eu les résultats de l'enquête probatoire donc en septembre. Et donc on a déjà eu une première réunion au mois de septembre pour... il y a eu 700 commentaires. J'ai oublié de vous dire, il y a un calcul très compliqué
qui est la pondération des votes en fonction du nombre d'habitants du pays. Malte n'a pas le même poids que l'Allemagne ou l'Angleterre. Donc nous arrivons à un taux d'approbation de 90,4%. Donc ce qui est bien, on peut dire que la norme est quasiment acceptée. Et donc nous avons une réunion qui est prévue la semaine prochaine à Bruxelles, une autre qui est prévue, nous avons encore 2 réunions parce que nous avons 700 commentaires. Donc comme nous n'avons pas eu 100% d'approbation, il faut répondre point par point à chaque commentaire. Bon. Et je vous remercie pour votre attention.